Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Docteur Cassémiard, je suis chirurgien plasticien, chirurgie de la reconstruction. Je travaille à l'hôpital Tenon à Paris et à l'hôpital Trousseau pour la chirurgie des enfants. Président de l'association Raconte-moi un visage. C'est une association qui est née entre d'abord avant tout des médecins qui se sont intéressés au parcours de personnes qui ont eu des souffrances au niveau du visage, des stigmates au niveau du visage, des patients qui cherchaient des moyens de prise en charge autre que seulement thérapeutique médicale. C'est une association qui a maintenant bientôt 3 ans, qui s'est déjà, en peu de temps, déjà quand même beaucoup inscrit dans diverses actions, que ce soit des actions pour les patients directement sur des projets culturels, d'expression artistique autour de la maladie, dont ils peuvent souffrir et qui concernent le plus souvent une défiguration des séquelles au niveau du visage. Donc ça, c'est un pan important, mais aussi en termes de formation, avec des cours pour les internes, des cours spécifiques en chirurgie de la reconstruction, et des soutiens et des financements pour leurs travaux de recherche dans des projets innovants. À côté de ça, il y a tout aussi un pan humanitaire, de la chirurgie humanitaire à l'étranger, où on essaye de se rendre plusieurs fois par an dans des zones qui sont difficilement accessibles pour venir en aide à des enfants. Et maintenant, le projet, le phare que l'on a, celui de pouvoir aider des enfants à l'étranger qui ne peuvent pas être opérés sur place et qui nécessitent un plateau technique lourd et qui nécessite la venue donc en France. Donc notre but maintenant est de pouvoir récolter des dons dans ce sens-là. Et on commence essentiellement par des enfants qui viennent de pays qui peuvent être en situation de précarité financière ou alors liés à des conflits. On va utiliser des plateformes de financement participatif pour un premier appel qui consiste à aider un petit enfant qui actuellement est en Afrique et qui a une défiguration liée à une brûlure au niveau du visage, une brûlure gravissime qui tous les jours retentit sur son quotidien et qui rend son avenir vraiment impossible et ne peut pas sortir et s'exposer en public. Et donc on aimerait pouvoir l'aider à la demande de sa famille, de ses proches et des associations sur place, l'aider pour pouvoir l'opérer ici en France dans des conditions qui soient bien plus favorables pour lui. Et nous nous rendons à l'étranger pour pouvoir former. Là où nous participons le plus à la formation actuellement, c'est surtout et avant tout à Gaza, puisque c'est une zone du monde pour laquelle les médecins ont beaucoup de difficultés, comme vous le savez, à sortir pour aller apprendre les nouvelles techniques chirurgicales. Et donc ils ont, à cause de toutes ces années de blocus, ces décennies de blocus, des compétences dans certains domaines chirurgicaux pour lesquels ils ont besoin d'avoir des gens de l'extérieur qui viennent leur montrer, qui leur rapportent les nouvelles techniques. Et donc nous, d'un point de vue de la chirurgie reconstructrice, on a avec eux un vrai travail, un vrai programme autour de la microchirurgie. On va non seulement là-bas pour opérer, on va aussi pour enseigner pendant les interventions comment on fait les interventions, mais nous avons aussi depuis l'année dernière un vrai programme de cours d'enseignement de microchirurgie et nous avons monté localement, avec les moyens locaux, un vrai enseignement de microchirurgie avec une école de microchirurgie pour laquelle nous avons des participants qui ont passé déjà une première étape de leur diplôme là-bas. Nous allons faire la deuxième étape de diplôme et à la fin de la troisième, nous pourrons leur donner un vrai certificat d'aptitude à la microchirurgie. Donc ça fait partie vraiment, l'enseignement de ces techniques-là fait partie du cœur aussi de
de notre association. Et pourquoi la microchirurgie? Parce que c'est des zones où il y a beaucoup de traumatismes au niveau de la face. Et pour les reconstruire, il faut savoir maîtriser la microchirurgie. Chirurgien plasticien à l'hôpital Trousseau également. Je suis secrétaire général de l'association Raconte-moi un visage. Des occupations, on n'en a jamais assez et se rendre utile, on peut toujours se rendre encore plus utile. Donc quand le docteur Quentin Cassemière a commencé à faire ses voyages humanitaires, il m'a proposé d'y participer et j'ai eu beaucoup de plaisir à le rejoindre pour y travailler. Et c'est une occasion de pouvoir prolonger l'expérience, à la fois ici et également là-bas. Et c'est toujours l'occasion de pouvoir aider des gens qui ont besoin à venir se faire opérer dans des endroits où les moyens disponibles peuvent être mis à leur disposition et peuvent leur être utiles. Donc c'est pour moi quelque chose de très important et un sentiment de membre utile. On le fait essentiellement de l'enfant, parce que c'est vraiment une priorité dans le monde pour nous que si on se déplace, d'aider avant tout les populations les plus jeunes et les enfants. Mais d'une manière générale, dans notre quotidien, on fait de la chirurgie pour les adultes et pour les enfants. Ce qui est un peu plus spécifique sur les pays dans lesquels on intervient, c'est que les lésions que l'on voit sont souvent beaucoup plus avancées que celles que l'on peut être amené à traiter ici. C'est souvent des tumeurs bien plus avancées ou des malformations bien plus sévères. Ils n'ont pas de diagnostic prénatal, donc souvent c'est des choses qu'ils n'avaient pas envisagées, qu'ils découvrent à la naissance. Et ils n'ont pas de système de prévention ou de dépistage, donc c'est souvent des lésions très évoluées. D'un point de vue de la prise en charge et de l'aide qu'on va apporter sur l'humanitaire, donc comme je vous disais, c'est surtout notre orientation pour les enfants, pour les parties qui concernent essentiellement le visage, parce que le visage est fonctionnel. Un visage détruit, c'est un visage qui ne respire pas bien, c'est quelqu'un qui ne mange pas bien, c'est quelqu'un qui interagit plus difficilement socialement et qui est exclu. Bien évidemment que les séquelles sur le reste du corps ont besoin de réparation, mais le visage, c'est une zone d'interaction sociale, c'est une zone vitale aussi, parce que si vous n'avez plus de bouche, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vous exprimer, pas communiquer. Donc c'est pour ça que, comme on ne peut pas faire des missions toute la journée, on ne peut pas partir en mission militaire tout le temps, quand on y va, c'est essentiellement pour ces choses fonctionnelles-là et vitales-là de la reconstruction. Et donc nous, les moyens d'action que l'on a, c'est notre temps, y aller, donner notre temps et donner notre travail, transmettre aux gens localement, parce que le but, ce n'est pas que nous fassions ça tout le temps, mais c'est que ceux qui sont là localement s'enrichissent de ça et se l'approprient, que ce soit directement dans la technique chirurgicale ou que ce soit pour leur possibilité à monter eux-mêmes leurs cours et leurs enseignements par la suite, et aussi pour les cas les plus difficiles, parce que localement, il n'y a pas toujours tous les instruments, il n'y a pas toujours toutes les possibilités, les rapatrier en France, les aider à venir en France. L'association, elle peut être contactée via son site internet, qui est www.raconte-moi-un-visage.com. C'est très simple, tout attaché. Et là, il y a une boîte mail sur laquelle on peut échanger, on peut laisser un message. On répond régulièrement à des demandes pour aider des enfants, comme c'est le cas de l'enfant africain que l'on essaie de faire venir actuellement. Et on peut aussi répondre à des avis pour des personnes qui sont déjà dans un parcours difficile et qui ne savent pas à qui s'adresser. Et on peut leur conseiller des gens là où ils sont, à proximité, leur donner certains conseils d'examen à réaliser, de donner notre avis sur le résultat qu'ils ont, et ainsi de suite. Donc ça va servir aussi de plateforme d'aide. Il y aura différents professionnels. L'association est composée de différents spécialistes. Nous deux sommes chirurgiens, plasticiens, reconstructeurs. Il y a des chirurgiens ORL, il y a des chirurgiens maxillofaciaux, il y a différentes visions de la chirurgie autour du visage dans cette association. Concernant le visage, il n'y a pas énormément d'associations. Je n'en connais pas beaucoup pour le visage. Historiquement, il y a l'association des gueules cassées, mais qui revêtait d'un contexte qui était le contexte de post-guerre mondiale, et avec une connotation qui, je pense, ne s'applique plus aux gens et aux personnes aujourd'hui qui souffrent de défiguration. Parce que déjà, ce n'est plus lors d'une guerre, le plus souvent en tout cas en France. À l'étranger, ça peut être le cas, mais en France, ça n'est plus le cas. Et parce que appeler les gens des gueules cassées, c'est les mettre dans une image et dans une condition qui ne fait pas partie de celle de l'association. C'est une association où, vous voyez, on veut donner notre temps pour ça, et où les patients attendent de nous
qu'ils ne soient pas justement des gueules cassées, qu'ils ne soient pas qualifiés comme ça. Et c'est pour ça qu'on a cherché aussi un nom qui soit différent de ça, qui ne marque pas une fracture sociale, mais qui soit plutôt un échange, d'où le fait de raconter leur propre visage, d'apprendre à connaître leur histoire, savoir qui ils sont et remettre l'humain au milieu et pas un visage cassé, défiguré, une monstruosité. On ne souhaite pas que les gens soient vus comme des monstruosités sociales. On veut que les gens se réapproprient la société avec leur histoire. Vous avez par exemple tous les deux opéré combien d'enfants, même si bon, pas dans les chiffres près, mais et quel est le suivi? Qu'est-ce que vous gardez comme Plus d'une centaine, je pense déjà. Largement. Largement plus d'une centaine, je pense. Après, le suivi est assuré en grande partie par échange avec les équipes locales, qui assurent le suivi des patients, la poursuite des soins si nécessaire. Et nous, après, on reste surtout là en arrière-plan pour les conseiller, les orienter et les diriger si jamais ils ont besoin, mais très souvent, ils n'ont pas besoin de nous. Nous avons, avec les internes locaux, par exemple à Gaza, toujours, on a une étude avec les internes localement qui ont un questionnaire de qualité de vie avant et après. C'est assez inédit sur les missions humanitaires, puisqu'en général, dans les missions humanitaires, les gens font leur chirurgie, rentrent chez eux. Et comme vous dites, la question est intéressante. On se dit, oui, mais les gens vont, ils opèrent, et qu'est-ce que ça devient après? Qu'est-ce qui reste? Eh bien, vous sachez que l'association a un questionnaire de qualité de vie qui est déjà reconnu, déjà utilisé en médecine et en chirurgie. Et celui-là, on le fait passer aux enfants avant et après les interventions sur la chirurgie du visage. On a déjà des premiers résultats où on sait qu'il y a une amélioration et sur quel plan il y a une amélioration. Et c'est particulièrement sur la qualité de pouvoir s'alimenter et de pouvoir parler. Et c'est vraiment des choses déjà principales parce que ça fait partie du quotidien. Déjà, pouvoir s'exprimer, échanger correctement, c'est important. Mais maintenant, faire la preuve que ça a un intérêt, c'est aussi important. Donc, ça va être traduit sous la forme d'études scientifiques. Nous sommes actuellement avec l'université localement de médecine et de dentaire à Gaza à la rédaction du 3e article scientifique en commun. Elles sont en cours de soumission. Et nous avons déjà 3 articles scientifiques écrits par les internes et les résidents locaux. Vous voyez, le travail là-dessus est vraiment sérieux. Notre association n'est pas assez grande pour prendre en charge tous les frais localement. Nous, on met à disposition nos compétences, on va pouvoir faire des dons de certains matériels qu'on va pouvoir emmener là-bas, faire les programmes, mais la majorité des prises en charge sont organisées là-bas en coopération. Là-bas, localement, il y a une association américaine qui s'appelle PCRF, qui dépense énormément d'argent issu de dons internationaux pour aider ces enfants-là. Donc l'apport que nous allons avoir d'un point de vue financier est à la hauteur de notre association et à la hauteur de l'investissement humain, mais vraiment la grande majorité, c'est cette association américaine qui aide grandement ces familles à ce qu'elles versent le moins d'argent possible. Donc elles n'ont quasiment rien à payer. Et bien évidemment, on trie, on ne peut pas opérer tout le monde. Oui. Et le choix des patients opérés s'orchestre comment? La première étape, c'est la sélection que vont faire les médecins locaux tout au long de leur travail quotidien. Donc c'est une première sélection de cas qui nous propose lorsque nous on arrive. Il y a une première étape qui est appelée screening, durant laquelle, sur une demi-journée en général, on voit l'ensemble des patients qu'eux ont présélectionnés pour voir si on juge pouvoir leur apporter un bénéfice à une intervention chirurgicale ou pas, ou s'il y a une indication à une intervention chirurgicale ou pas. C'est une consultation en quelque sorte, mais dans des dimensions qui sont très différentes des consultations qu'on peut avoir à Paris. C'est 70 patients, je crois, au maximum qu'on ait fait en une séance de screening sur une séance de 14h à 19h30 ou 20h. Donc c'est beaucoup de patients et c'est un travail qui est difficile puisque c'est réussir à trouver la bonne indication, la bonne situation, la bonne solution à une situation particulière sur un temps imparti très court. Des fois, les consultations s'allongent à cause de certaines coupures de courant ou de choses comme ça qui sont liées au contexte local. Parce que comme vous savez, l'électricité n'est pas présente tout le temps, toute la journée. Donc, des fois, on a des petites blagues, on va dire. Mais globalement, ça se passe très bien. La plus grande satisfaction, je crois que chaque mission est différente, mais à chaque mission, il y a souvent un cas plus compliqué que les autres, plus difficile que les autres,
où il y avait plus d'attention, plus de stress, etc. La plus grande satisfaction, entre guillemets, si je pourrais dire, c'est d'avoir... c'est un prénom. C'est-à-dire que on repart avec un nom, une personne, une histoire très 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 spécifique et singulière qui était là à ce moment-là. Parce que on voit beaucoup d'enfants et il y a des cas qui vont se ressembler, il y a des pathologies qui se ressemblent, des traumatismes. Et des fois, il y a l'enfant qui est vraiment dans une condition très très singulière. Et moi, je ne sais pas, mais il me reste à chaque mission un des prénoms, que ce soit Yara, Swat, etc. Je pourrais donner la semaine où je suis parti avec un prénom, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une histoire spéciale sur laquelle, voilà. La déception, c'est le nombre de familles qui attendent à la sortie de l'hôpital chaque soir et à qui on est obligé de dire on ne peut pas. On est fatigué, il est tard, on ne peut pas continuer, on ne pourra pas l'opérer demain, on ne peut pas. La plus grande déception de ne pas pouvoir être une machine. C'est être obligé d'aller dormir. On arrive à opérer des choses à l'étranger qui sont quand même plus ou moins avancées. De plus en plus lourdes, des choses. Oui, des choses plus lourdes, ça c'est possible de faire. On peut faire de la microchirurgie à l'étranger, donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, même dans des conditions de conflit difficiles. Donc ça veut dire que... Le choix, il faut que ce soit vraiment la nécessité d'un plateau technique lourd et avancé en France. Que la France seule pourrait faire profiter à ses enfants. Pas seulement la France, il y a d'autres pays aussi, mais je veux dire que seule la France par rapport à leur pays pourrait leur offrir à ces enfants-là. Donc c'est surtout, et pas toujours tellement non plus sur le geste chirurgical, mais il faut voir derrière, il y a beaucoup de choses qui vont par exemple avoir besoin d'une réanimation derrière spécifique, d'une rééducation spécifique. C'est ça qui est important aussi, c'est tout le plateau. Dans ces cas-là, c'est ce que nous voulons faire, c'est créer le lien avec l'hôpital Trousseau pour qu'il puisse venir à l'hôpital Trousseau, puisqu'on a la possibilité de faire ces chirurgies-là avec tout le plateau technique dans un même hôpital dédié à l'enfant et à la chirurgie reconstructrice dans notre service. C'est l'accompagnement qui est compliqué, d'un point de vue social, ça n'est pas évident. Les gens qui peuvent aussi aider à accueillir des enfants, pour travailler en tant que famille d'accueil, peuvent venir à aider dans des déplacements, dans des rendez-vous, des choses comme ça. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, à chacun à son échelle. Un petit peu d'argent pour les aider à financer leur hospitalisation, mais aussi pouvoir accueillir. Parce qu'il va être seul dans un pays inconnu, qu'il est loin de sa famille, et qu'on a besoin de gens fiables qui s'investissent et qui puissent aider ses enfants à aller d'un rendez-vous à un autre rendez-vous. Tout ça, ça se travaille avec d'autres associations. Oui. On n'a pas la prétention de pouvoir le faire seul. Trouver les femmes. Oui, aujourd'hui, à notre niveau, on n'est pas en mesure de trouver une famille d'accueil, de tout gérer. Le billet d'avion, l'hospitalisation, etc. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est le plus possible aider à payer la prise en charge chirurgicale. On a d'autres associations qui peuvent nous aider à le faire sortir du pays d'origine pour le faire venir. Et d'autres associations qui vont pouvoir l'accueillir dans des familles d'accueil en France. On fait à hauteur de ce que l'on peut faire avec nos capacités actuelles. Mais bien sûr, si on a des renforts humains, pourquoi pas imaginer de pouvoir tout organiser au sein de la même association. Si vous voulez aider, c'est pas compliqué. Tout le monde passe du temps tous les jours sur les réseaux sociaux. On passe du temps à regarder plein de choses sur les réseaux sociaux. Passez juste 5 minutes à regarder sur internet le site de Raconte-moi un visage, le compte Facebook de Raconte-moi un visage, l'Instagram de Raconte-moi un visage. Vous allez passer 5 minutes dessus, et les 5 minutes, vous pourrez peut-être faire quelque chose qui aidera soit des enfants, soit des adultes qui ont un souci au niveau du visage, qui ont des problèmes pour se réinsérer socialement. Vous allez retrouver différentes versions de choses qui peuvent vous aider. Vous aimez l'art, on a des projets d'art pour les patients. Vous aimez l'humanitaire, il y a des projets humanitaires. Vous aimez les enfants, vous voulez aider des enfants, il y a des projets spécifiques pour les enfants. Quelques minutes de la journée, c'est pas grand-chose, une fois peut-être, dans ce mois, dans le mois qui vient. Comme on s'intéresse sur le plan artistique, parce que l'art est une manière aussi d'exprimer la vie des gens, et voilà, on a rencontré à Gaza
Un jeune homme qui, pour une association américaine, prenait des photos avant les interventions, après les interventions, etc. Mais qui n'est pas de photographe de métier, mais qui est plutôt un autodidacte. Et on lui a demandé d'aller justement voir ces enfants-là, mais ailleurs, en dehors de ce contexte-là, dans la ville, dans le quotidien de Gaza, et de prendre les photos telles quelles, telles qu'il le voit et il le vit. Avec beaucoup d'humilité, il a pris quelques clichés. Et je dois avouer que c'est particulièrement, en tout cas, beau, et ça décrit bien leur vie du quotidien, ce qu'ils peuvent voir. C'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est un monde qui est caché derrière un mur en réalité, mais c'est un monde qui est rempli de sourires malgré les difficultés qu'il y a, malgré la souffrance physique qu'il peut y avoir. Le jeune Abdelaziz, qui a le début de la vingtaine et qui est un autodidacte, on aimerait lui donner un coup de main parce que je pense que ça fait partie des gens qui pourraient aider à faire comprendre au monde comment ça se passe la vie d'un enfant dans ce genre de pays. Parce que ça fait partie des choses qu'on ne voit pas, dont on ne se rend pas compte. Il y a des conflits entre adultes, et ces conflits entre adultes, ils empêchent qu'on regarde comment ça se passe pour les petits. Et lui, il fait partie des gens qui peuvent témoigner de la vie de la jeunesse de ces pays-là. Cette jeunesse qui est innocente et qui n'a rien à voir avec ce qui a pu être fait entre leurs parents.